on va parler de la session, on ouvre une session de rein et diabète pour parler de la maladie rénale diabétique. J'attire votre attention que la nomenclature internationale a changé dans ce sens et on parle plus de maladie rénale diabétique plus que néphropathie diabétique parce que la néphropathie diabétique est réservée seulement pour les diagnostics histologiques, ceux qui sont confirmés sur le plan histologique. Et donc, on parle plus de maladie rénale diabétique. Et le sujet suivant, ça serait modéré par professeur Sqali, qui est le chef de service de néphrologie de CHU Hassan de Fès et qui est professeur à l'université de médecine pharmacie de Fès et qui va nous parler de la gestion de la maladie rénale diabétique en prédialyse. Salam alaikum. C'est un vrai plaisir encore une fois d'être parmi vous pour évoquer une thématique importante aussi bien dans la pratique endocrinologique que néphrologique. C'est celle de la gestion commune de la maladie rénale chronique en prédialyse. Et comme on est dans une session diabète, je parlerai en insistant un petit peu plus sur les maladies rénales liées au diabète et qui sont au stade de prédialyse. Donc, au cours de cette présentation, ça ne passe pas ici, d'accord. Donc, au cours de cette présentation, je mettrai d'abord le point sur la définition de prédialyse. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas simple à définir. Puis sur l'initiation de la dialyse, planifiée ou non, sur le choix du traitement de suppléance, et sur quelques points particuliers qui pourraient être intéressants et des messages à passer. Vous voyez que je n'insisterai pas sur la néphroprotection puisque je l'ai abordé hier et je n'insisterai pas sur la gestion du diabète en prédialyse puisque j'ai préféré adopter une vision plus large, celle devant le patient et donc le néphropathie diabétique ou néphropathie liée au diabète n'est pas forcément synonyme de focalisation sur le diabète, mais d'une vision un peu plus large. Donc les messages de néphroprotection, c'est d'agir sur les différents éléments modifiables. Et le message pour la gestion du diabète, c'est d'abord ne pas risquer l'hypoglycémie et d'avoir des objectifs acceptables et d'utiliser les médicaments selon le débit de filtration glomérulaire. Et je ne reviendrai pas sur la façon de mesurer le débit de filtration glomérulaire qui est sujette à controverse, même en milieu néphrologique, sur quelle formule choisir, etc. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la prédialyse? On pourrait définir la prédialyse comme le stade avant le stade terminal. Et ça voudrait dire que ce serait celui-là, le stade d'insuffisance rénale chronique sévère, avec une clairance de la créatinine ou un débit de filtration glomérulaire estimé entre 15 et 30 millilitres par minute par 1,73 m² de surface corporelle. Ça serait une définition simple, mais ça ne reflète pas la réalité entière en tout cas. Et donc, on pourrait ajouter l'insuffisance rénale chronique terminale, mais non dialysée, puisque, nous le verrons tout au long de cette présentation, un grand pourcentage de patients appartenant à cette catégorie de patients en insuffisance rénale chronique terminale ne seront pas systématiquement dialysés, et nous parlerons des indications de dialyse. Ça, c'est une première façon de voir les choses. On pourrait aussi voir la prédialyse comme la période qui précède la mise en dialyse, et là, le stade de la maladie rénale n'est pas suffisant puisque on n'évolue pas tous de la même manière et nos patients
peuvent évoluer de façon lente, comme ils peuvent casser rapidement leur fonction rénale et avoir une chute brutale du débit de filtration glomérulaire. Et là, l'évolution vers la nécessité de traitement de suppléance, et particulièrement la dialyse, peut se faire ressentir rapidement et ça peut devenir une vraie nécessité alors qu'on classait le patient dans un stade où il n'était pas considéré comme prédialyse. Donc finalement, une autre définition de la prédialyse, ce sont les 3 à 6 mois qui précèdent la décision prévue de mise en dialyse. Je parlais de rythme d'évolution. Le plus souvent, c'est prévisible, c'est prédictible. Donc parce que j'ai montré aussi ces diapositives hier, c'est linéaire dans la majorité des cas, dans 4/5 des cas, mais il y a aussi les possibilités d'évolution non linéaire. Et il arrive, je choisis le schéma d'en bas, la figure d'en bas, il arrive que des patients qui étaient prévus en dialyse très bientôt se retrouvent avec une évolution beaucoup plus lente en fin de parcours et n'arrivent en dialyse que beaucoup plus tard. Et là, nos décisions prises pendant cette phase de prédialyse, de confectionner une fistule ou de placer un cathéter de dialyse péritonéale ou de modifier certaines thérapeutiques, peuvent se retrouver trop précoces et nous pousser à changer d'attitude. Et c'est pour ça que cette question n'est pas si simple que ça. La prédialyse, dans les recommandations nationales, ici ce sont les recommandations de bonne pratique médicale éditées par la Société marocaine de néphrologie et qui datent déjà de 2011, nous disent, dans la recommandation numéro 16, la prédialyse, c'est dès que la clairance de la créatine est inférieure à 30 ml par minute. Et dans ce cas, le patient doit bénéficier d'une préparation aux techniques de suppléance. On doit lui expliquer à lui-même et à son entourage les différentes méthodes de traitement. On doit poursuivre le traitement conservateur jusqu'au bout et on doit se préparer au traitement de suppléance en vaccinant contre l'hépatite B, en créant une fistule artério-veineuse lorsque son choix était l'hémodialyse, en préparant éventuellement une transplantation rénale qui peut même être préemptive, c'est-à-dire sans passer par la case dialyse et préparer d'emblée la transition de l'étape d'insuffisance rénale chronique terminale vers la prise en charge en traitement de suppléance par la transplantation rénale. La deuxième question, c'est quand initier la dialyse, puisque de cette question-là dépend beaucoup notre façon de prendre en charge nos patients. Et là, je reviens encore vers nos recommandations nationales qui disent que l'initiation de la thérapie de suppléance rénale doit être envisagée pour chaque malade au stade 5, c'est-à-dire moins de 15 ml par minute de clairance, en fonction de son état clinique et des comorbidités associées et des possibilités locales. Finalement, ce sera au cas par cas, c'est personnalisé et ça tient compte, bien sûr, du choix du patient qui doit choisir entre les différentes techniques, hémodialyse, dialyse péritonéale et surtout transplantation rénale. Et ce choix doit être éclairé après beaucoup d'informations, d'explications. C'est une décision partagée et il faut beaucoup insister sur ce point-là. Deuxième chose, le choix d'une technique ne veut pas dire qu'on va y rester tout le temps et on explique d'emblée au patient qu'il peut passer d'une technique à une autre au cours de son parcours de prise en charge de sa maladie rénale chronique qui est un long parcours. On va indiquer finalement la dialyse et la démarrer, l'initier quand la clairance de la créatinine est obligatoirement inférieure à 15, on est au stade terminal, mais si et seulement si il y a des signes d'intoxication urémique non jugulés par le traitement conservateur. Que veut-on dire grosso modo par intoxication urémique? C'est plus large que l'urée, c'est la surcharge volémique, c'est la péricardite, l'hypertension artérielle sévère non contrôlée, l'acidose métabolique ou des signes menaçants comme l'hyperkaliémie ou d'intolérance comme les troubles digestifs, les troubles neurologiques ou la malnutrition. Et vous voyez qu'il y a des points de suspension. Et sur la base de tous ces critères, nous avons des scores et ces scores nous permettent une orientation vers la décision de commencer ou pas un traitement de suppléance de la maladie rénale chronique arrivée à son stade terminal. Mais même en l'absence de ces signes, les recommandations nationales ont choisi quand même de mettre un seuil, celui de 8 ml par minute. Et au-dessous de ce seuil, nous préconisons en général de commencer la dialyse avant même l'apparition de ces signes. Donc voici les deux seuils.
Cette question est abordée donc, dans plusieurs études par la suite, et c'est l'étude idéale sur laquelle je vais insister maintenant qui a le plus donné de réponses à la question d'initiation de la dialyse. Puisque avant l'étude idéale, on raisonnait comme ça. On disait, plus on commence tôt, mieux c'est, parce qu'on a un meilleur pronostic rénal. Un pronostic rénal est déjà au stade terminal, un meilleur pronostic vital. Et donc moins de mortalité quand on commence tôt, ou en tout cas plus de durée de survie après une dialyse commencée précocement. Et on disait, vous voyez, ceux qui ont commencé rapidement, après le diagnostic, ont survécu tout ce temps-là. Ceux qui ont commencé tardivement ont une survie inférieure. Ça a été le cas pendant des années, jusqu'à ce qu'on relise ces données en disant, mais pendant ce temps où on attendait d'arriver à un stade plus évolué, les patients étaient vivants. Et il faut comptabiliser ce temps, ce délai qui a été obtenu ou retardé pour arriver à l'initiation de la dialyse. Et en additionnant la survie en dialyse commencée tardivement, plus le temps gagné avant d'arriver à ce stade, on se rend compte que nous avons la même survie. Et tout cela a été étudié et on est revenu aux études de base qui nous avaient donné ces données pour réinterpréter les choses. Et l'étude idéale est venue le vérifier de façon prospective. Donc c'est une étude publiée dans le New England qui a étudié cela. L'initiation de la dialyse précoce versus tardive, et cela nous donne l'étude idéale. Elle a été menée en Australie et en Nouvelle-Zélande de façon prospective, randomisée. Les 828 patients en maladie rénale chronique stade 5 ont été tirés au sort pour soit commencer la dialyse de façon précoce entre 10 et 14 millilitres par minute de clairance de créatinine, soit attendre un stade plus tardif et ne commencer qu'à 5 ou 7 millilitres par minute. Et le critère principal était la survie. C'est sur ce critère-là qu'on va comparer les deux groupes. Et vous voyez qu'une fois randomisés, ceux qui étaient censés être donc dans l'initiation précoce, entre 10 et 14, ont en fait été mis en dialyse après moins de 2 mois, et ils l'ont été à 9 millilitres par minute, le temps de préparer une voie d'abord, de placer un cathéter ou autre. Et donc, vous voyez, le premier groupe s'est transformé en ces données-là. Le deuxième groupe, qui était censé commencer entre 5 et 7, a en fait commencé à 7,2 millilitres par minute en moyenne, parce que certains ont présenté des signes cliniques qui ont justifié qu'on commence plus tôt, et c'est ce qui nous donne cette moyenne. Et cela a été fait 7,4 mois plus tard. Vous voyez, 7 mois par rapport à 2 mois, on n'a pas gagné, en tout cas pas plus d'un semestre de gain entre les deux groupes. Nous allons maintenant les comparer en termes de survie, et vous voyez que les deux courbes sont quasiment superposables et il n'y a pas eu de gain de survie à commencer plus tôt la dialyse. C'est de ce point de vue-là que les choses sont vues maintenant et que les recommandations d'après 2010 ont été revues. Autre donnée importante, c'est la mortalité en hémodialyse. Vous voyez que c'est une courbe quasiment linéaire et si on prend 1 an, on a 8% de mortalité. Si on prend 5 ans, on a 40% de mortalité. Et finalement, la mortalité en hémodialyse est de 7 à 8% par an. Elle est très élevée. Et je vous cite pour l'anecdote une certaine presse qui accusait certains centres d'avoir une très haute mortalité. Et des enquêtes du ministère de la Santé qui sont suivies, dans un centre particulièrement où il y a eu 10 cas de décès sur une année, et on estimait qu'il y avait une surmortalité publiée dans la presse marocaine. Et donc, quand on a vu que l'équipe d'enquête qui a étudié le dossier a trouvé qu'il y avait 10 cas de décès sur 120 patients pris en charge en hémodialyse, et c'était calqué sur les données internationales. Et finalement, il faut accepter cette surmortalité, agir pour essayer de la réduire, mais en tout cas, c'est une donnée internationale. Je reviens à quand commencer, après l'étude idéale. Les recommandations néphrologiques KDIGO nous disent maintenant c'est entre 5 et 10 millilitres par minute ou s'il y a des signes.
Les recommandations européennes nous disent 6 à 9 ou s'il y a des signes, et même certaines recommandations internationales disent qu'on ne va plus tenir compte du débit de filtration glomérulaire, mais des signes d'intoxication urémique ou d'intolérance de cette insuffisance rénale chronique terminale, et tout cela pour décider de commencer la dialyse. Finalement, on se base beaucoup sur ces signes d'intolérance qui sont soit des signes généraux, altération de l'état nutritionnel, surcharge volémique persistante, fatigue, malaise, déficience cognitive, etc., soit des indications plus urgentes telles que la péricardite urémique, l'encéphalopathie urémique. Mais je souligne, et je mets entre parenthèses ici, l'encéphalopathie urémique, elle n'est pas observée quand la cléarance de la créatinine est supérieure à 5 ml par minute. Et c'est pour cela que quand on a des troubles de conscience chez un insuffisant rénal chronique, il ne faut pas tomber dans le piège de dire c'est métabolique, il faut quand même l'explorer comme tout le monde, parce que pour que ce soit l'encéphalopathie urémique, il faut que le débit de filtration glomérulaire soit vraiment très bas, et il ne faut pas faire perdre des chances de prise en charge à nos patients juste parce qu'ils sont insuffisants rénaux chroniques à un stade avancé. Quand on voit dans la vraie vie, voici ce qui se passe. Les médecins décident de prescrire la dialyse et de l'initier dans ces situations-là. Vous voyez que ces 3 cases-là, c'est surcharge pulmonaire, œdème aigu du poumon, dyspnée. Finalement, la surcharge est responsable de la décision de mise en dialyse dans 1 cas sur 5. La fatigue dans 1 cas sur 5, des paramètres biochimiques et donc le débit de filtration glomérulaire dans 1 cas sur 5 aussi. Mais le problème avec le camembert, c'est qu'il faut choisir un seul critère de décision de mise en dialyse. Et la réalité est autre. Quand la décision de mise en dialyse était la fatigue intense, les patients avaient en général d'autres éléments concomitants, et il faut tenir compte en fait d'un faisceau d'arguments et d'un ensemble de critères pour la décision de mise en dialyse. Pendant longtemps, on a dit que le diabétique était différent. Et même dans nos recommandations internationales et nationales, on avait la décision de mise en dialyse à 15 ml par minute en disant le diabétique a plus de risques de complications et on commence plutôt la dialyse. L'étude idéale s'est intéressée elle aussi à cette sous-catégorie de patients. Vous voyez les non-diabétiques et les diabétiques, et dans les 2 cas, il n'y a pas de différence entre un début précoce et un début tardif de la dialyse. Et pour cela, les diabétiques sont maintenant pris en charge de la même manière que les autres dans la décision de mise en dialyse. Et cela a été confirmé dans cette revue systématique donc publiée en 2016, dans laquelle on voit qu'il n'y a pas de différence entre le début précoce et le début tardif donc, de la dialyse. Et c'est sur cette base, on va prendre en charge les patients selon les mêmes critères pour décider de la mise en dialyse. Je terminerai cette partie en disant que pour les patients diabétiques, je cite les recommandations nationales, la suppléance rénale peut être envisagée, mais n'est pas systématique, plutôt s'il y a des complications, s'il y a une intolérance justifiant cette prise en charge plus précoce. Finalement, la décision est difficile, elle doit être prise conjointement par le médecin et le patient et éventuellement avec sa famille. Il faut toujours prendre en considération la balance bénéfice-risque. Il faut faire entrer en considération les dimensions médicales, éthiques et économiques. Et l'idéal est de ne pas commencer la dialyse en urgence. Il faut plutôt la commencer dans le cadre d'un programme intégré. En pratique, donc, chez nos patients marocains, ici, c'est une étude publiée par nos collègues militaires de Rabat qui n'ont pas de problème de prise en charge économique puisque tous les malades ont une couverture sociale. Ils ont commencé la dialyse chez plus de 300 patients à 6 ml par minute. Et donnée importante puisqu'on parle aujourd'hui des diabétiques, 41% des patients mis en dialyse parmi ces 318 étaient diabétiques. Le diabète est présent dans 4 cas sur 10 chez nos patients qui initient la dialyse durant ces dernières années. On a dit qu'il fallait planifier, que ça soit programmé, mais que se passerait-il si la dialyse n'était pas planifiée? La réponse est effarante. Regardez,
dialyse planifiée, ici c'est une courbe de survie, et là, dialyse non planifiée. La surmortalité se passe au cours de la première année. Vous voyez que déjà la moitié d'entre eux sont décédés au cours de la première année lorsque la dialyse n'était pas planifiée. Les causes sont nombreuses. Cette étude canadienne s'est intéressée aux facteurs de risque de dialyse non planifiée parce qu'au stade de pré-dialyse, on n'a pas pris les bonnes décisions. On a parlé de dialyse non planifiée quand elle a été commencée en milieu hospitalier, quand elle a été commencée par un cathéter, alors qu'on pouvait, si on avait pris les choses plus tôt en considération, on aurait pu commencer avec une fistule ou d'emblée avec une transplantation. Lorsque donc, il y a la combinaison des deux, hospitalisation et cathéter, ou lorsqu'on a commencé en situation d'urgence, vous voyez 25% de dialyse en situation d'urgence pour des patients qui étaient classés comme patients ayant une maladie rénale chronique liée à une maladie diabétique. Et les facteurs de risque qui étaient responsables de cette dialyse non planifiée sont de 3 catégories. La première, c'est être plus âgé, avoir une maladie rénale qui évolue rapidement et avoir une maladie cardiovasculaire associée. Donc, c'est le terrain. Le deuxième groupe, c'est celui-là, c'est une hémoglobine qui baisse rapidement, une dénutrition, une élévation des taux de phosphate et un débit de filtration glomérulaire qui baisse rapidement. La troisième catégorie, c'est la référence tardive, donc l'absence d'éducation du patient et l'absence de suivi dans une unité spécialisée en prédialyse. Et tout cela est modifiable et c'est sur cela qu'on doit agir pour éviter cette surmortalité énorme qu'on observe chez nos patients à cause d'une prise en charge tardive et à cause d'une dialyse non planifiée. Dans la même étude, les facteurs à l'analyse multivariée étaient encore une fois l'âge augmenté, etc. Mais c'était dans 5 études la référence tardive qu'il faut endiguer et sur laquelle il faut agir. Il faut donner le choix aux patients entre les 3 techniques, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale, et cela passe par une éducation thérapeutique, une décision partagée qui tient compte de le climat de confiance qu'on a instauré au cours des derniers mois ou dernières années de suivi, de l'information complète qui a été donnée, mais aussi du mode de vie du patient, de ses possibilités, des disponibilités locales. Et il faut tout expliquer en vocabulaire adapté. J'insiste sur cela avec une terminologie adaptée en arabe, en amazigh s'il le faut pour les patients, mais en tout cas passer le message, et ça c'est très important dans le choix. Quand on fait des enquêtes a posteriori pour voir auprès des patients pourquoi ils ont choisi telle ou telle technique, ils nous disent que très souvent, ça dépend de ce qu'on nous a dit au moment de préparer le traitement de suppléance. Et donc on ne va pas parler uniquement d'hémodialyse, on doit parler de dialyse péritonéale et on doit parler de transplantation rénale. Lorsque le choix était l'hémodialyse, j'insiste seulement sur ce point-là, c'est qu'il faut faire une fistule et que pour sa maturation, il faut en moyenne 4 à 6 semaines et beaucoup plus chez le diabétique. Donc ce n'est pas une décision qui se prend à la dernière minute, il faut au moins 6 semaines, mais beaucoup plus chez le diabétique, et donc ça va 3-4 mois pour donc la maturation de la fistule, et c'est à l'avance qu'il faut décider de la technique en collaboration avec le patient. Pour ce qui est de la dialyse péritonéale, il faut un minimum de 2 semaines. Et donc, vous voyez encore une fois que ce n'est pas à la dernière minute. Je vais vous parler très rapidement de la façon avec laquelle la chose est abordée au sein du service donc ici à Fès. Quand on parle aux patients d'hémodialyse, ils voient souvent salle d'attente, liste d'attente et disponibilité de place. Heureusement, les choses sont en train de changer puisque avec les nouveaux centres, dans 2 mois, Inch'Allah, il n'y aura plus aucun patient en liste d'attente. Et ça, c'est très important pour que le patient ait la possibilité de choisir entre les 3 techniques, donc sans tenir compte de la disponibilité puisque les 3 techniques seront désormais disponibles.
Quand on va lui parler d'hémodialyse, on va aussi penser, nous médecins, au risque cardiovasculaire plus élevé en hémodialyse et aux problèmes d'abord vasculaires et de fistules dont j'ai parlé et beaucoup plus de complications en hémodialyse chez le patient diabétique. Quand on va lui parler de dialyse péritonéale, ici c'est une séance d'éducation dans le service, donc il va apprendre à faire la technique chez lui et donc on va surtout craindre chez le diabétique la solution qu'on utilise, le dialysac qu'on perfuse en intra-abdominal pour le contact avec le péritoine, qui est très riche en glucose et qui va déséquilibrer son diabète. Et ça, on l'aborde de façon précoce avec son médecin diabétologue. On doit aussi lui parler de transplantation rénale et j'ai choisi exprès cette photo. C'est l'unité de transplantation, c'est au fond du couloir dans le service ici. Et donc c'est un long chemin à parcourir, mais c'est aussi là que réside la lueur d'espoir pour les patients qui cherchent à sortir de cette dialyse et à envisager la transplantation, au cours de laquelle on va mettre des corticoïdes, des immunosuppresseurs, et donc plus de risque d'infection chez le diabétique et plus de risque de déséquilibre du diabète. Mais cela est le prix à payer pour une meilleure survie, pour une meilleure qualité de vie, pour moins de complications cardiovasculaires et pour un coût inférieur de traitement dès la première année. Et donc toutes les raisons pour choisir cette technique. 2 messages clés pour terminer. Il faut préserver le capital veineux et éviter la transfusion parce que la transfusion est la source d'immunisation qui nous complique la transplantation par la suite. Ici, c'est une photo de l'affiche du service pour protéger le capital veineux, préférer le dos de la main, préférer le bras dominant parce que ce bras-là, on veut le laisser libre en dialyse pour que le patient ait une meilleure autonomie pour manger, pour lire, écrire, etc. pendant les 156 séances d'hémodialyse qui vont durer chacune 4 heures pendant une année. Et donc, on va prélever avec un système à vide et éviter les seringues et les aiguilles non à vide pour le prélèvement sanguin. Dans le service, on a commencé à utiliser un système de transillumination à la lumière proche de l'infrarouge et je vous montre quelques données pour faciliter le prélèvement. Directement, vous voyez quand on utilise la lumière proche de l'infrarouge, 100% sont prélevés au dos de la main, alors que quand on ne l'utilise pas, seuls 5% sont prélevés au dos de la main. Donc toutes les raisons pour le faire. Et deuxième chose, les complications, hématome 3%, comparativement à ici 21%. Donc toutes les raisons pour le faire. Je vais terminer en disant qu'il faut éviter la transfusion parce qu'au cours de la maladie rénale chronique, vous voyez que ça baisse avec l'évolution, c'est l'hémoglobine qui est en train de baisser. Et donc, il faut utiliser l'érythropoïétine et le fer pour essayer de corriger cette anémie. Il y a des recommandations pour cela. Et que nous disent les recommandations? Il faut commencer un agent stimulant l'érythropoïèse quand l'hémoglobine est inférieure à 10, quand elle est responsable de symptômes gênants et que c'est exclusivement secondaire à l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres signes. Tout cela chez le diabétique dialysé ici et le non dialysé ici. Donc même le non dialysé, il faut commencer chez lui de l'érythropoïétine et avec des données récentes qui nous disent soit oui, soit non, mais surtout cette dernière diapositive pour nous dire que quand on utilise l'érythropoïétine en pré-dialyse, on réduit le risque de transfusion. En réduisant le risque de transfusion, on réduit l'immunisation et on laisse des chances intactes aux patients pour être transplanté rénal et lui donner un meilleur espoir de survie. Donc, durant ces 25 minutes, j'ai abordé cette partie-là de la prise en charge en pré-dialyse. Il y a beaucoup d'autres choses à dire et je conclue sur cela. Merci, professeur Srli, pour votre présentation.